Au cœur de l'actualité de ce jour, coup de feu entendu à Yamoussoukro et à Mans, une semaine après des mouvements de revendication de soldats. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quel est le point sécuritaire à l'heure actuelle? Des réponses tout à l'heure dans ce journal. La société ivoirienne de raffinage CIR reçoit 200 milliards de francs CFA pour s'approvisionner plus facilement en pétrole brut. 3 banques installées en Côte d'Ivoire lui viennent ainsi en aide pour mettre fin aux difficultés qu'elle traverse. Le président sortant de la Gambie, Yaya Jammeh, a déclaré l'état d'urgence pour 90 jours, 2 jours seulement avant la fin officielle de son mandat. Plusieurs pays africains préparent une intervention militaire au cas où il se refuserait de quitter le pouvoir. Et puis qu'en 2017, la rencontre Mali-Égypte a clos cette journée avec un score nul, 0 but marqué. Juste avant, le Ghana, lui, l'a remporté face à l'Ouganda, 1-0. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1. Des tirs ont été entendus ce matin dans la ville de Yamoussoukro, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter les Ivoiriens. Il s'agit d'une manifestation de militaires qui a provoqué un ralentissement des activités, allant jusqu'à la fermeture des services et des commerces. Le calme est cependant revenu dans la capitale politique dans l'après-midi. Le gouverneur Augustin Thiam est allé à la rencontre des soldats à Zambakro. Après plus de 2 heures d'échange, il rassure la population. Écoutez, permettez que nous réservions la primeur de ce que nous avons dit à nos supérieurs hiérarchiques. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Son Excellence Monsieur le Président de la République. Mais dès que nous avons su ce qui se passait, Monsieur le Préfet et moi-même, avec la caution de notre hiérarchie, nous sommes venus pour les écouter ce qu'ils ont à revendiquer, essayer d'obtenir d'eux qu'ils arrêtent la pression. Et maintenant, nous allons retourner faire un compte rendu à ceux qui nous ont envoyés, et peut-être après seulement, nous pourrons parler à la presse. S'il plaît à Dieu, je pense que vous allez pouvoir reprendre vos activités normalement. Tout s'est vraiment très bien passé. Ils ont bien parlé, nous les avons bien écoutés. Nous allons transmettre ce qu'ils ont demandé et nous prendrons les instructions que nous aurons reçues pour venir les leur porter. Mais tout ça, c'est dans un esprit de calme, de paix et de concorde. Tout s'est très très bien passé. Voilà pour la situation à Yamoussoukro. La ville de Mans, dans l'ouest montagneux, a elle aussi été perturbée par des tirs ce mardi. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne par contre, la situation est restée calme toute la journée. Herman Guivet a sillonné la ville, principalement la base navale de Lokodro et le camp militaire d'Akwedo, et nous fait le point. Une circulation intense pour un jour ordinaire. Axe Cocody, Riviera-Bingerville. Au carrefour Faya, nous marquons un arrêt pour échanger avec les riverains qui nous confirment qu'aucun tir d'armes automatiques n'a été entendu dans ce quartier depuis ce matin. Depuis le matin, c'est la rumeur, on attend, on dit ça tire. À Yamoussoukro, ça tire un peu à Boaké. Mais ici, c'est calme, tout le monde est calme. D'accord. Il n'y a pas de tir. Non, ce matin, non, pas de tir ici. Nous mettons ensuite le cap sur Lokodro, qui abrite la base navale. Sur la toile, certaines rumeurs avaient annoncé que des tirs avaient été entendus dans ce quartier. En tout cas, à ce que je sache, j'ai rien entendu. Apparemment, tout est calme dans le secteur. Si des tirs ont été entendus à Yamoussoukro, à Abidjan, il n'en est rien. Il est 18h56 quand nous quittons Lokodro pour la station de télévision de Cocody. La nuit tombe tout doucement sur Abidjan. Les Ivoiriens rentrent chez eux avec la crainte d'affronter les gros embouteillages des heures de pointe. Une autre situation préoccupe les Ivoiriens. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont entamé depuis hier une 2e semaine de grève. Malgré les appels du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, les écoles sont restées fermées ce mardi encore. Franck Quadio. Lycée classique d'Abidjan, la cour est vide ce mardi 17 janvier. Dans une salle, quelques élèves en classe de terminale révisent leurs leçons. À l'université Alassane Ouattara d'Abou-Bois-Diamé, des traces de pierre à l'entrée principale. Tôt dans la matinée, des étudiants, protestant contre le report de leurs examens, ont à ériger des barrières sur la grande voie. Conséquence, des frictions
avec les transporteurs et une intervention des forces de sécurité pour rétablir l'ordre. Pas de cours ici. Lycée d'Abobo, 3e escale pour le constat dans les écoles et universités de la reprise ou non des activités, après la rencontre d'hier entre la plateforme des syndicats de fonctionnaires et la tutelle, ici aussi. L'établissement est désert, les élèves venus tôt ont, selon les responsables à trouver sur place, fait le constat de l'absence des enseignants et sont rentrés chez eux. 200 milliards de francs CFA pour permettre à la société ivoirienne de raffinage CIR de s'approvisionner plus facilement en pétrole brut. 3 banques qui opèrent sur le territoire national viennent ainsi à la rescousse de la CIR. Elle connaît depuis quelques années des problèmes de trésorerie suite au dérèglement du marché pétrolier. Jean-Jacques Kwame. Après l'État ivoirien, autour du secteur privé, dévolé au secours de la CIR, Société ivoirienne de raffinage. Un secours à hauteur de 400 millions de dollars, soit plus de 200 milliards de francs CFA. Une somme réunie par 3 banques commerciales opérant en Côte d'Ivoire. Grâce à cette somme, la CIR va connaître un regain d'activité. Mieux, elle va amorcer sa sortie de la zone rouge. Cette facilité va nous permettre de sécuriser les fournisseurs et de rétablir la fourniture, l'approvisionnement régulier de la CIR en pétrole brut. Les marchés sont très porteurs, très demandeurs. Le marché Côte d'Ivoire est en forte croissance. Les marchés de l'Interland, Burkina, Mali sont également en forte croissance, en très forte croissance. Et nous sommes heureux, grâce à cette facilité, de pouvoir faire fonctionner la raffinerie à son optimum et de répondre aux besoins donc, de ces marchés croissants. 220 millions de dollars, soit plus de 110 milliards de francs CFA, représentant la première tranche de cet appui financier, sont déjà disponibles. Pour le complément des 200 milliards de francs CFA, le système bancaire ne devrait pas avoir du mal à se mobiliser. Je donne l'assurance que le tout étape est bouclé. Les autres banques qui sont signalées ont déjà les accords de principe, même des accords fermes, si je peux le dire. Et c'est une question juste de signer dans les semaines qui viennent. Après quelques années de difficultés financières, la CIR reprend espoir, un espoir qui a pris forme depuis octobre 2016 suite à la décision de l'État d'octroyer à la CIR un soutien financier dimensionné aux besoins de l'entreprise et non reconductible. Le ministère de l'Industrie et des Mines vient de mettre en place un comité de développement local pour la mine de manganèse de Lozoa dans le Lodjibois. Il a pour mission principale de répondre aux préoccupations des 8 localités concernées par l'exploitation. Les grognements des habitants des villages à proximité de la société minière se faisaient de plus en plus entendre. Francis Boifo. Dougodou. Nous sommes dans le département de Guitry, région du Lodjibois, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Environ 7000 personnes vivent dans ce village qui manque un peu de tout. Pourtant, il est situé à 7 km de la compagnie minière du littoral de Lozoa. Cette entreprise produit 250 000 tonnes de manganèse par an. Elle a été installée il y a 4 ans. Et depuis, aucun plan de développement local en faveur des populations. Nous avons des problèmes ici. On n'a aucune infrastructure ici. Même si nos femmes tombent malades aujourd'hui, on est obligé de les transporter à plus de 40 et quelques kilomètres pour aller sur Grand là-haut. Le village n'est pas électrifié, ni l'eau, ni rien. C'est la poussière seulement que nous recevons ici. 8 villages sont impactés par l'exploitation de la mine de manganèse de Lozoa. Sur instruction du ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, et conformément au code minier, un comité de développement local minier vient d'être installé. Ce comité est chargé d'élaborer un plan de développement qui prend en compte les infrastructures, les équipements et les services sociaux de base, la promotion de l'emploi, le développement de l'économie locale et du capital humain. J'exhorte les responsables de la compagnie minière du littoral à entretenir avec les populations d'excellents rapports de bon voisinage et de confiance et à réaliser leurs activités dans le respect des normes environnementales avec des retombées économiques et sociales pour les populations rurales. Le code minier prévoit que le plan de développement élaboré par le comité soit financé à 0,5% du chiffre d'affaires de la société d'exploitation minière.
Le ministère et la société ont attaché de grands prix sur ce point. Et désormais, ce sera régularisé. Emmener les compagnies minières à développer les localités concernées par l'exploitation des mines. C'est une exigence du président de la République Alassane Ouattara. 2 semaines après les fêtes de fin d'année, les activités tournent au ralenti dans le secteur avicole. Le mois de décembre étant une période de grande consommation de poulet, la plupart des fermes sont aujourd'hui à l'étape de nettoyage ou de démarrage de nouvelles productions, avec uniquement des poussins pour l'instant. Perpétue Pan et Justine Diké. Jean est fermier à Ondautré dans la commune d'Abobo. Ce jeune homme se tourne les pouces après les fêtes de fin d'année. Son chiffre d'affaires avait grimpé pendant cette période, mais actuellement sa ferme est vide. Plus rien, il attend de nouveaux poussins. Voilà, actuellement, nous sommes en repos. On attend dans 2 semaines pour pouvoir les pousser. Quant à Diaby, 15 jours après les fêtes, il lui faut attendre 45 jours pour relancer son commerce de volailles. Le temps pour ses poussins de devenir des poulets. Il faut renouveler encore les fermes. Donc c'est pourquoi vous voyez que c'est des poussins pour le moment, pour qu'on puisse encore ravitailler le marché ivoirien. Rendons-nous dans la commune de Cocody au marché d'Anono. Ici, les poulets dans les cages sont de plus en plus maigres. Conséquence, les prix baissent. Pendant peut-être là, on avait élevé le prix là un peu, mais maintenant comme c'est un peu dur là-dedans, on a fait diminuer un peu. Les poulets ne sont pas même comme on l'habitude. L'habitude quand on vient, c'est un peu gros et puis le prix est bas. Aya vend les œufs de volaille depuis 3 ans maintenant. Après les fêtes, elle constate une baisse du poids des œufs et une légère augmentation du prix du plateau de 30 œufs. Ça a augmenté. Ça a augmenté de combien? Ça a augmenté de 100 francs, 200. Avant, il faisait à 1800, 1900. Maintenant, il fait à 2000, 2200. Les lampions des fêtes éteints. Une période difficile pour les commerçants car les clients se sont aussi éclipsés. Vraiment, dans les fêtes, ça marchait. Mais après la fête, bon, ça ne sort pas trop cher comme ça sort un peu. Si la fête a passé, ça n'a pas tout le monde à l'argent. Ça est bien, prend un peu, mais pas, comme c'est notre travail, je ne vais pas laisser. Les fêtes de fin d'année ont englouti non seulement les volailles, mais aussi une bonne partie des budgets des consommateurs, à telle enseigne que les activités dans le secteur avicole sont au ralenti. À côté du poulet, il y a aussi le poisson qui est beaucoup consommé dans le pays. La Côte d'Ivoire veut désormais faire partie du programme régional pour les pêches en Afrique de l'Ouest. Elle est au stade de la formulation de son programme et bénéficie déjà de l'appui de la Banque mondiale. Justine Diké. La Côte d'Ivoire candidate au programme régional pour les pêches en Afrique de l'Ouest PRAO. Depuis un moment, nous avons fait une requête auprès de la Banque mondiale pour faire partie donc, du PRAO, de ce programme-là. Et la Banque mondiale a effectué 2 missions sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tout finaliser pour mettre en place le budget par rapport donc, à PRAO Côte d'Ivoire et également nous nourrir de la différence des autres. Puis être reçue, la Côte d'Ivoire doit formuler son propre programme de pêche, ce à quoi s'attellent des experts en la matière sous la houlette de la Banque mondiale. L'enjeu de la pêche illicite est un enjeu qui ne peut pas être traité dans une optique nationale et c'est pour cette raison bien précise que le projet donc, régional des pêches et de l'aquaculture offre une opportunité à la Côte d'Ivoire de s'intégrer au niveau d'une approche commune. Le programme régional pour les pêches en Afrique de l'Ouest, PRAO régional, comprend 9 pays. La Côte d'Ivoire est le 10e à y adhérer et c'est un programme qui améliore la gestion des secteurs de la pêche et de l'aquaculture. On a noté quand même une amélioration très nette, en tout cas de la gouvernance des pêches, à tous les niveaux. Au niveau de la pêche illégale, les pays sont dotés en tout cas de cadres juridiques leur permettant de lutter contre la pêche, à acquérir des investissements, du matériel et également de mettre en place un environnement propice en tout cas à l'investissement privé. La Côte d'Ivoire a donc fort à gagner en étant membre du PRAO régional.
À Mans, dans l'ouest du pays, les producteurs tirent sur la sonnette d'alarme. Ils ont rapporté au conseil Café Cacao un phénomène de mévente dans la localité, faute de financement. Hervé Boué. Un magasin de stockage de café et de cacao situé en plein centre-ville de Mans. À l'extérieur, des sacs remplis de fèves de cacao en train d'être fermés et à l'intérieur, des centaines de sacs empilés les uns sur les autres attendent d'être acheminés vers les ports de San Pedro ou d'Abidjan. Nous avons beaucoup de stocks en magasin. Au niveau du magasin principal, nous avons plus de 321 tonnes de cacao stockés. Cela sans compter aussi environ une dizaine de camions que nous avons au niveau du port. Un détour dans d'autres magasins de stockage, quelques rues plus loin, même décor. Toujours des centaines de sacs stockés. Depuis le 15 décembre, il n'y a plus de financement par nos partenaires. Donc actuellement, tout ce qui est là comme cacao, avec nous comme au port, tout est dépôt-vente. Allez là, vraiment, il faut qu'on ait des solutions. Et justement, des producteurs cherchant des solutions à leurs soucis quotidiens font le pied de grue devant les magasins depuis des jours. Moi-même, j'ai mes élèves qui sont venus en vacances au congé de Noël. Jusqu'à présent, ils sont là, ils ne peuvent pas partir. Puisque je n'ai pas d'argent pour les accompagner. Comment faire? Je suis obligé de m'asseoir ici pour attendre l'argent, je ne peux pas rentrer au village. Ça me fait aujourd'hui 8 jours, je suis là. Un blocage au niveau de la commercialisation qui engendrerait des actes malveillants comme le non-respect du prix brochant du kilogramme de cacao fixé à 1100 francs CFA depuis l'ouverture de la campagne 2016-2017 en octobre 2016. Le conseil du Café Cacao délégation de Mans rassure les différents acteurs que le gouvernement fait tout son possible pour lever les blocages constatés au niveau de la commercialisation. À cet effet, le délégué régional Seydi Soulier et ses agents multiplient les séances de sensibilisation de jour comme de nuit dans les contrées les plus reculées pour exhorter les producteurs et les acheteurs à respecter les dispositions de la campagne. Dans cette veine, un acheteur véreux est arrêté dans le village de Bangon-Pleu, situé dans le département de Sipilou. Il achèterait à 1000 francs CFA au lieu de 1100 francs CFA le kilogramme de cacao aux producteurs. Notre slogan au niveau du Conseil du Café Cacao, c'est le Conseil du Café Cacao au service des producteurs. Et notre rôle, c'est d'aller dans tous les villages et dans tous les campements pour informer les producteurs, pour sensibiliser les producteurs. Sur le terrain, les opérateurs font croire que le prix a diminué ou le prix va diminuer. Le prix ne diminuera pas. Il faut le rappeler, jusqu'au 31 mars 2017, le prix du kilogramme du cacao brochant est de 1100 francs CFA. Les projets initiés pour développer le secteur des transports en Côte d'Ivoire seront menés jusqu'à terme. Le nouveau ministre des Transports, Amadou Koné, en a assuré le ministre sortant Gaoussou Touré lors de la passation de charge. Francis Boifo. Au nombre des dossiers remis au nouveau ministre des Transports, Amadou Koné, certains apparaissent prioritaires pour le ministre sortant Gaoussou Touré. Il s'agit des dossiers concernant les projets d'extension des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro, la réhabilitation du chemin de fer San Pedro-Bamako, le plan national de sécurisation routière et la restructuration du guichet unique. Au moment où on quitte un département, on est toujours anxieux de savoir si les dossiers qu'on a ouverts vont être immédiatement fermés ou poursuivis. Je voudrais vraiment vous assurer qu'aucun dossier ne sera rangé. Je vais continuer à travailler sur les chantiers que vous avez ouverts. Moderniser le secteur des transports ivoiriens, une priorité qui nécessite l'implication de tous. Pour mieux répondre aux préoccupations des acteurs des transports, le ministre Amadou Koné annonce bientôt des consultations. Amadou Koné n'en est pas à un coup d'essai. Il entame une 3e expérience en tant que ministre. Il a dirigé de 2005 à 2007 le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, puis celui de l'intégration africaine en 2007. Alexis Ouedraogo nous parle du nouveau ministre des Transports. Amadou Koné, nouveau ministre du Transport. Il fait sa première entrée dans un gouvernement ivoirien en 2005 en qualité de ministre du Tourisme et de l'Artisanat. En 2007, il occupe les fonctions de ministre de l'intégration africaine, porte-parole du gouvernement. Avant ses fonctions gouvernementales de 1995 à 1999, Amadou Koné est chargé d'études au Comité national de télédétection et d'information géographique au cabinet du Premier ministre.
Il est ingénieur géographe de l'Université Laval au Canada et possède une maîtrise C2 aménagement du territoire ainsi qu'une licence de géographie option aménagement du territoire de l'Université d'Abidjan. Depuis 2008, Amadou Koné est membre du comité de pilotage de l'Institut ouest-africain de l'intégration du Cap-Vert. Depuis 2007, négociateur en chef pour la Côte d'Ivoire de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Il est aussi membre du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, membre du Conseil des ministres de la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest, gouverneur suppléant à la Banque islamique pour le développement. Amadou Koné est trilingue, il parle français, anglais et espagnol. Un homme de terrain et d'action, le nouveau ministre du Transport s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, au port autonome d'Abidjan et à Lozère. Amadou Koné est allé s'assurer des mesures de sûreté et de sécurité en place sur ces sites stratégiques pour la Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko et Mahama Traoré. Un seul but a motivé cette visite du nouveau ministre des Transports sur les plateformes aéroportuaires, portuaires et routières. Je tiens à ce que les populations circulent dans la tranquillité, dans la sécurité. Je tiens à ce que tous ceux qui voyagent ou les marchandises qui viennent en Côte d'Ivoire, que tous ces mouvements-là se fassent de façon sûre. Donc je voulais vraiment m'assurer que tout se passe bien. Au port d'Abidjan, le ministre Amadou Koné a pu découvrir des installations sécuritaires innovantes, lesquelles sont porteuses d'avenir en matière de sûreté. Au niveau de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny opère 25 compagnies. Des efforts sont faits pour maintenir la compétitivité, mais il urge de doter la piste d'atterrissage de balisage et surtout d'élargir le parking destiné à l'accueil des gros avions. Dernier lieu visité, Lozère, l'Office de sécurité routière. Ici, une évidence est apparue aux yeux du ministre des Transports, à savoir l'amélioration du dispositif de contrôle et de surveillance sur les routes. Au final, Amadou Koné se dit disposé à la modernisation de toutes ces plateformes. La première chose, c'est vraiment de travailler pour que toutes les conditions soient créées pour que le secteur des transports contribue fortement à l'accroissement du PIB. Si le port et l'aéroport d'Abidjan épargnent en général des vies humaines, loin d'être le cas pour les routes où l'on enregistre plus de 6 000 accidents par an, causant la mort de 600 personnes. Dans le domaine de la santé, la mutuelle des travailleurs et retraités du privé de Côte d'Ivoire vient de naître d'un rapprochement des mutuelles sociales du secteur privé. Sa mission est de fédérer toutes les mutuelles du secteur privé en vue de faire enrôler tous les adhérents à la couverture maladie universelle CMU pour une couverture sociale de qualité. Doigt des lasers. Joseph Ekanza, le tout nouveau président du conseil d'administration de la mutuelle des travailleurs et retraités du secteur privé de Côte d'Ivoire, Mutrepsi, élu à l'unanimité par les délégués de la Marbissi, de la Somurepsi et de la FIPME, trois grandes structures du secteur privé, il devra désormais conduire les rênes du pouvoir de la fêtière durant 6 années de son mandat. Joseph Ekanza décline ses priorités. J'avais proposé à l'Assemblée la mise en place d'un fonds épargne santé. La création de ce fonds qui permettra aux travailleurs qui est assuré aujourd'hui d'épargner, de sorte que quand il sort de son entreprise et qu'il n'a plus de couverture, ce fonds-là puisse lui permettre d'être pris en charge automatiquement sans attendre de délai de carence. En 36 mois, on devra pouvoir dire à nos mandants que nous sommes à 50 000 adhérents. Pour les acteurs de la mutualité nationale et internationale, la nouvelle Mutrepsi est une initiative à saluer. Nous sommes là pour les accompagner en matière de conseil, en matière de formation, le fait que leurs objectifs puissent être atteints dans les meilleurs délais. Les adhérents sont les raisons d'être des mutuelles. Donc il est très important, tout d'abord, de constituer une union forte. C'est ce qui va permettre à la Mutrepsi d'avancer pour apporter ce qu'elle doit faire à ses adhérents. En Côte d'Ivoire, plus de 100 000 travailleurs et retraités du secteur privé ne bénéficient pas encore de la couverture sociale. L'actualité sur le continent nous conduit tout d'abord en Gambie. Le président Yahya Jammeh déclare l'état d'urgence pour 90 jours. Il invoque un niveau d'ingérence étrangère sans précédent dans le processus électoral du pays.
Cette décision intervient à seulement 2 jours de la fin de son mandat et aussi de l'investiture prévue de son successeur élu Adama Barrow, qui est en ce moment au Sénégal. Au Nigeria, une erreur de l'armée de l'air coûte la vie à des dizaines de personnes. Un camp du nord-est du pays a été bombardé. Selon l'organisation humanitaire Médecins sans frontières, 120 blessés et 50 morts. 6 employés de la Croix-Rouge nigériane ont également été tués dans le bombardement. Flou jusque-là sur le Brexit, la première ministre britannique Theresa May a défendu aujourd'hui une rupture claire et nette avec l'Union européenne. Son discours de ce jour était très attendu. Elle a parlé entre autres de sortie du marché unique, de sortie de l'union douanière et de rejet de la Cour européenne de justice. Le 47e Forum économique mondial a ouvert ses portes à Davos, en Suisse, ce mardi 17 janvier. Sur place, quelques 3000 participants, chefs d'État et de gouvernement et aussi des grands chefs d'entreprise. Des images. Le Forum économique mondial de Davos, un rendez-vous annuel qui se tient dans les Alpes suisses. Rendez-vous qui réunit chefs d'entreprise, politiques et personnalités de la société civile. Pour cette 47e édition, quelques 3000 participants sont attendus, un sommet qui portera l'étendard de la Chine. Le discours inaugural, prononcé par le président chinois Xi Jinping en personne, pour s'assurer de sa présence, les organisateurs de ce forum ont dû prendre des dispositions particulières, avancées d'une semaine ce rendez-vous annuel. Au cas échéant, Xi Jinping, le président chinois, n'aurait pas fait le déplacement pendant les célébrations du Nouvel An chinois. Occasion pour la Chine de tisser une fois de plus sa toile dans les parvis du commerce international quand les États-Unis de Donald Trump semblent sonner les cloches d'une potentielle isolation avec certains pays de l'Europe. Chaque année, depuis 1971, la petite commune suisse de Davos accueille les hauts dirigeants d'État, de gouvernement et d'entreprises pour ce forum économique mondial. Chaque année, plusieurs thèmes sont sélectionnés pour les nombreuses conférences qui y sont organisées. La Chine, invité spécial, vient défendre sa vision d'une mondialisation plus inclusive. En sport football, la CAN 2017, pour cette 4e journée, la rencontre Mali-Égypte a clos cette journée avec un score nul de 0 but partout. Et juste avant, le Ghana l'a remporté face à l'Ouganda, 1-0. Sébastien Wogna. Le Ghana, finaliste malheureux de la CAN 2015, veut faire mieux en 2017. C'est pourquoi, face à l'Ouganda, les joueurs se sont montrés très offensifs. Première véritable action décisive. Et une scène dans sa surface retient Samoa Gyan. Le pénalty est inévitable. André Ayew se fait plaisir. 1-0 pour le Ghana. Bien inscrit en première mi-temps. La deuxième période a été très animée par les deux équipes. Les joueurs ougandais ont montré beaucoup de qualités techniques, mais ils ne parviendront pas à obtenir l'égalisation. Le Ghana s'en sort bien avec une victoire dans le groupe D. Voilà, ces images de la CAN mettent fin à ce journal. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.